Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Legno, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode, alors que vous soyez sur YouTube ou sur le podcast. Déjà, je vous remercie d'être là. Et puis, vous le savez, j'essaye au travers de ces interviews à vous faire découvrir des personnalités remarquables qui ne sont pas vues et revues, qui ne courent pas les rues, que vous n'avez pas l'habitude d'entendre partout et qui surtout vont vous aider à rêver grand parce que vous le savez, c'est un peu ma baseline. Je pense sincèrement que rien n'est impossible à ceux qui rêvent assez grand et c'est vraiment, en fait, aujourd'hui, au travers de cette interview, une preuve à cette baseline et à cette idée que Philippe nous a donné à voir, puisque lui-même ne venait pas du monde de l'entrepreneuriat, lui-même ne venait pas du monde de la tech particulièrement, et c'est vraiment entièrement créé tout seul, à force de travail, à force d'énergie, à force de créativité. Il est donc le président et fondateur de l'entreprise B2B Miracle, que vous ne connaissez peut-être pas de nom, alors même que c'est une licorne française, et en plus j'ai envie de vous dire, une licorne que je trouve personnellement parfaitement légitime. C'est vrai qu'il y a eu tellement de spéculations dans le monde de la tech, etc., qu'on peut parfois se poser des questions. Et bien, sincèrement, je vous le dis, Miracle est une entreprise très respectable. Vous savez que je fais très attention aux invités que j'ai sur le podcast. Philippe Corot, je l'ai pourchassé. Et d'ailleurs, vous pourrez lui envoyer un petit message sur LinkedIn pour lui dire merci d'avoir accepté de faire cet épisode, parce qu'il n'est pas facile à avoir, Philippe. Et je te remercie encore, Philippe, d'avoir accepté cette invitation. Bref, tout ça pour vous dire que on est vraiment sur un entrepreneur qui s'est fait tout seul et qui complètement repenser le monde avec son équipe, bien sûr, du e-commerce. Miracle, donc pour ceux qui ne savent pas, est une entreprise qui crée des plateformes de dropshipping et de marketplace pour des entreprises type la Fnac, Darty, etc. Et donc, comment cette entreprise a été créée et surtout comment elle s'est développée, c'est le sujet de cette interview, mais pas que. On est aussi parti, bien sûr, dans les détails du parcours de Philippe pour comprendre en fait d'où lui venait cet entrepreneur, quelles étaient ses particularités, en quoi son obsession de contrôle et aussi d'innovation, de se remettre en cause, avait fait la personne qu'il est et son succès aujourd'hui. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Philippe Corot. Salut Philippe. Salut Pauline. Écoute, je suis enchantée d'être avec toi. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je sais que ton agenda est très pris, très complet. Et alors justement, c'est drôle parce que j'ai fait toutes mes recherches sur toi et tout. J'ai tu vois, plein de questions pour toi qui, je pense, vont être assez intéressantes. Mais j'aimerais commencer par mettre les pieds dans le plat, si tu l'acceptes, Philippe. Je suis tombée sur une citation de toi. Je ne sais pas si c'est une citation véridique parce qu'on trouve quand même beaucoup de bullshit sur Internet, mais je la trouvais rigolote. J'avais envie de commencer par là. C'est « J'essaye de tout contrôler, mais je me corrige ». Et j'avais envie, premièrement, de comprendre comment ça se manifeste, si tu l'acceptes, et deuxièmement, je te donne le fil de ma question, comme ça tu as cette idée en tête, quitte à déplaire, je me pose quand même la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se corriger sur ce point? Parce qu'en fait, en tant que fondateur, je suis assez persuadée que ton regard acéré, surtout dans ta boîte, est en fait complètement essentiel, bien sûr, et j'imagine que c'est aussi ça qui a fait la différence. Donc tu comprends un peu où je veux en venir, mais d'abord, comment est-ce que ça se manifeste, ce côté un peu contre le fric? Donc en fait, vouloir essayer de tout contrôler, ça veut dire essayer d'être partout dans toutes les réunions, dans toutes les décisions. Et je pense que ça ne sert à rien. D'abord parce que c'est une perte de temps. C'est aussi ça peut être interprété comme un manque de confiance envers ses collaborateurs, ses équipes, ce qui n'est pas le cas. C'est aussi un sujet de délégation. Quand on est un entrepreneur et qu'on démarre, on a tendance à vouloir tout faire tout seul. Et plus la boîte grandit, plus il faut accepter qu'on peut pas être partout, qu'il y a des collaborateurs qui font mieux que nous, beaucoup. Peut-être parfois il y en a qui font moins bien, mais c'est pas grave. On peut pas croître sans déléguer, c'est pas possible. Et la création d'entreprise, c'est un sport d'équipe. Donc, dans une équipe, on peut pas contrôler tout le monde. Chacun doit être à sa place et doit jouer à sa place. Donc c'est pour ça que j'essaie de me corriger. Encore une fois, le meilleur moyen de se corriger, c'est de faire confiance. Il faut faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est comme ça que j'essaie de me corriger.
Et pour te corriger, est-ce que tu as fait appel typiquement à des coachs corporate c'est pas évident déjà premièrement d'en prendre conscience et d'autre part d'agir. Désolée, j'espère que c'est pas inconfortable comme question. Non, Tu me pas du diras, tout. mais je trouve ça intéressant parce que une fois de plus, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast. Je suis sûre qu'ils se sentent concernés par ce syndrome du contrôle fric et donc je serais curieuse de savoir comment toi tu te corriges. Mais c'est très lié à la nature de l'entrepreneur. Quand on est entrepreneur, si on choisit d'entreprendre, c'est justement parce que on veut prendre les choses en main, parce que on veut décider. Donc c'est très lié à la nature de l'entrepreneur. Non, j'essaie de me corriger tout seul. C'est encore une fois, c'est aussi beaucoup avec l'habitude. Après, moi, j'ai aussi la chance d'avoir des associés, donc ça aide aussi parce que chacun doit être dans son périmètre, donc il faut faire confiance. Et, et voilà, et puis au fur et à mesure, avec le temps la sagesse de l'âge, on finit par comprendre que et l'expérience, peut-être, on finit par comprendre que ça ne sert à rien et que c'est plutôt un frein qu'un accélérateur. Un frein parce que c'est tout simplement aussi du temps que tu vas pas passer sur des sujets certainement plus importants. Parce qu'on peut pas être partout, ça n'existe pas. Il y a 24 heures dans une journée et en plus ça ne sert à rien. Donc effectivement, il faut gérer ses priorités. Euh, et, euh, et être dans le contrôle systématique, c'est désagréable pour tout le monde et c'est inutile. Donc, un point que tu as évoqué que je trouve intéressant aussi, c'est bon, il y a des collaborateurs et c'est clair que quand on les a, ceux-là ils sont absolument exceptionnels, c'est qui vont t'apporter de la compétence que tu n'as pas et donc être meilleurs que toi. Et puis il y a certains qui font bien leur boulot, mais qui malgré tout, peut-être parce que on est les fondateurs ou un truc comme ça, vont avoir un niveau de qualité qui est peut-être un peu inférieur à ce que nous on aurait fait. Et ça c'est pas facile à accepter en tant qu'entrepreneur quand c'est en plus ta boîte, ton bébé, que ça fait des années que tu bosses dessus, etc. Comment est-ce que t'acceptes cette situation? Est-ce qu'il faut l'accepter, tu penses, en tant qu'entrepreneur, ou est-ce qu'en fait on n'a pas le choix? Enfin, quelle est ta vision là-dessus? C'est obligatoire. Après, il y avait une phrase qui disait déléguer, c'est accepter que les autres fassent moins bien que soi. Moi, j'ai pas cette prétention, mais je pense que il faut accepter. D'abord, il faut recruter des collaborateurs qui sont meilleurs que nous sur plein de sujets. Je connais des entrepreneurs ou des patrons qui refusent, qui ont peur d'être entourés de gens meilleurs qu'eux, ou qui pensent peut-être à tort qu'ils sont meilleurs sur tout. Moi, c'est pas tellement mon cas. Moi, je suis plutôt rassuré quand je sais qu'il y a des sujets qui peuvent être pris par des collaborateurs dans lesquels je peux avoir 100% confiance. Je sais que il y a certains sujets sur lesquels aujourd'hui, par exemple, la sophistication de la technologie de Miracle fait que moi, je suis plus j'ai plus l'expertise nécessaire pour la comprendre ou pour la diriger comme j'ai pu le faire au début. Donc, il faut que je laisse faire ceux qui savent faire. Donc, ça aussi, ça force à lâcher le contrôle quelque part. Euh, mais voilà, encore une fois, la clé, c'est vraiment la confiance dans son équipe, quoi. Il y a un capitaine dans toutes les équipes. Encore une fois, c'est un sport d'équipe. Donc, il y a un capitaine et c'est le patron. Mais dans une équipe de foot, moi je suis pas un pro du foot, mais dans une équipe de foot, le capitaine il est pas partout. Si le goal c'est le capitaine, c'est pas lui qui va aller mettre les buts, ça c'est sûr. Donc là c'est pareil, chacun doit être à sa place et il faut accepter, faut jouer collectif. Voilà. Très clair. Si ça te dérange pas, Philippe, je saute complètement du coq à l'âne, mais c'est souvent le principe de ce podcast. J'aimerais maintenant parler de ton enfance parce que je sens pas mal de choses intéressantes au niveau notamment du fait que tu es quelqu'un d'assez autodidacte, si je me trompe pas, et j'aimerais bien, avant de rentrer plus sur Miracle et toute ta carrière, revenir là-dessus. Donc, si on revient à ta jeunesse, j'ai envie juste de savoir qui était le petit Philippe, comment était sa jeunesse, où est-ce que t'es né, comment était ta famille, etc. Comment s'est passée ton enfance? Oh là, vaste sujet, tu me dis ce que tu veux. comment s'est passée mon enfance? Écoute, tu venais d'une famille d'entrepreneurs ou pas du tout? Alors, je viens d'une famille de commerçants. D'accord. Qui est une forme d'entrepreneuriat. J'ai un père qui est visionnaire, mais qui n'a pas toujours eu le succès qu'il aurait mérité dans ses affaires. Donc on a vécu dans des conditions qui étaient plus ou moins faciles, souvent plutôt moins que plus. J'ai effectivement pas fait d'études, j'étais en décrochage scolaire assez tôt.
J'ai dû arrêter parce que j'avais pas les moyens de payer, j'avais pas les moyens d'avoir des cours particuliers. Après, je me suis inscrit dans une école, j'ai eu mon bac un peu par miracle et j'ai pas eu les moyens de financer le reste. Donc, j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai toujours été passionné d'informatique et de design. Et donc, j'utilisais l'ordinateur pour faire du dessin et du design. En fait, c'est ça qui m'a amené, je dessinais énormément, et c'est ça qui m'a amené à l'informatique, en fait. Donc, voilà le petit. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt solitaire, plutôt passionné d'informatique très tôt. J'ai commencé informatique, j'avais peut-être 4-5 ans, sur un Commodore 64, à programmer des tortues qui bougeaient sur un écran. Donc c'était assez comment dire, bas niveau, mais voilà, j'ai toujours été fasciné par les ordinateurs, par l'objet, par ce que ça permettait de faire, par le potentiel que ça offrait. Et Mais c'est assez original parce que, alors je ne veux pas te vieillir outrageusement, mais malgré tout, si mes calculs sont corrects, c'était quoi dans les années, alors je vais pas début dire de 80. bêtises, mais début 80, ouais c'est ça. Ouais. Donc moi je suis né en 83. C'était quand même pas fréquent d'avoir un ordinateur à cette époque. Un Non, non, ordinateur individuel, c'était quand même plutôt une non, rareté. non, effectivement, c'était pas fréquent, mais ça aussi, c'était mon père aimait bien la technologie. Et du coup, voilà, ça passait aussi par, on avait des jeux vidéo, euh, voilà, des trucs comme ça. Et notamment, moi, j'avais reçu, honnêtement, j'étais petit, donc je me souviens plus très bien comment ou par qui, mais ce Commodore 64, moi, je me souviens très bien parce que j'ai passé des jours et des jours dessus. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Voilà. Et c'était vraiment en fait, si tu veux, je faisais enfin, j'ai toujours eu un ordinateur dans les mains. Euh, c'était ma principale occupation, c'était d'être avec cet ordinateur, de jouer, de créer. Après, j'ai eu un Atari ST qui permettait de faire de la musique, qui permettait aussi de faire du dessin. Après, j'ai fait de la 3D. Voilà, je jouais aussi aux jeux vidéo beaucoup avec ces ordinateurs. J'étais un grand gamer. Voilà, ça a toujours été une vraie passion. Une passion, ça s'explique pas. Parce que tu peux pas savoir. Tu as des gens qui sont passionnés par le foot, par la photo, par le développement, par plein de choses. Une passion, ça s'explique pas. Donc j'aurais du mal à l'expliquer. Euh, mais voilà, ça m'a toujours passionné. Donc, l'informatique m'a toujours passionné. Tout ce qui tourne autour de l'informatique, les entreprises, les visionnaires comme Bill Gates, comme Steve Jobs, comme Larry Ellison, m'ont toujours fasciné. Tu disais que ton papa était visionnaire. Une question que j'aime bien poser, c'est quelles sont les valeurs importantes, principales en fait, que tu retiens de ton père et ou de ta mère. Je trouve ça toujours assez intéressant d'essayer de comprendre justement quels sont les vraiment enseignements de vie qui t'ont transmis. Mon père, il m'a transmis d'abord le travail, parce que mon père, c'était un gros bosseur. Il m'a transmis justement le goût d'entreprendre. Il faisait des choses. Il faisait. Il entreprenait. Il créait. Euh, donc ça a été un modèle pour ça. Voilà ce qu'il m'a transmis. Il nous a transmis aussi, il m'a transmis aussi une forme de liberté. Mon père, il se soucie pas du regard des autres. Il se soucie pas il est très libre, avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Et donc ça aussi, c'est quelque chose euh, qui nous a appris. Et donc, si tu veux, c'est un peu toutes les composantes pour être entrepreneur ou créateur d'entreprise, on va dire, parce que c'est justement cette volonté de liberté, de ne pas vouloir rentrer dans un système, quand même. Euh, c'est l'innovation, en tout cas dans nos domaines. Et d'ailleurs, quel que soit le domaine, quand tu vas créer, que ce soit un software, quand tu ouvres un restaurant ou quand tu vas ouvrir une boutique, tu dois créer, tu dois innover, tu dois concevoir, tu dois construire. Et voilà, ça c'est tout ça qui nous a transmis. Quand je dis nous, c'est à mon frère et moi. Ces valeurs-là.
qui ont fait de nous des entrepreneurs. Parce qu'on n'a pas fait d'études, mon frère non plus. D'accord. Et tous les deux, on est entrepreneurs. Mon frère plutôt dans le commerce. Il a créé une marque de bijouterie, joaillerie. Aujourd'hui, il a un restaurant. Et moi, plutôt dans le logiciel, parce que dans l'informatique, parce que c'était ma passion. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? T'avais une vision? Je voulais être designer. Je voulais dessiner des objets. Voilà. Et là aussi, ça m'est venu encore une fois, je voulais être designer. Et alors, Je n'étais pas designer, mais dessinateur. Ouais. Illustrateur, dessinateur. Tu disais donc, je sais pas si on peut dire que t'étais cancre, mais l'école, c'était pas ton dada, j'imagine aussi parce que tu passais un peu de temps sur ton ordinateur, si j'ai bien compris. Et donc, donc tu décides à un moment donné, d'arrêter les études pour créer une boîte, si je me trompe pas. Ouais, alors j'étais plus que cancre parce que j'allais à l'école pour lire. Donc je lisais. Tu veux dire, tu te mettais en classe avec un livre? Exactement. Exactement. Je me mettais en classe. Les profs devaient t'apprécier. En fait, oui, comme j'étais dans l'école publique, tant que quand tu faisais pas le bordel, ils s'en fichaient. Donc ils me laissaient tranquille. Je me mettais au fond de la classe, je lisais. J'ai appris beaucoup en lisant, plus qu'à l'école. J'y allais parce que d'abord, souvent dans les bibliothèques des écoles, il y a beaucoup de livres qu'on peut emprunter, que j'étais tranquille et qu'il fallait bien aller à l'école de toute manière. Donc c'est pour ça que j'allais à l'école. Donc c'est pour ça que je parlais de décrochage scolaire parce que j'ai assez vite plus suivi les cours classiques de l'école. J'ai eu mon bac, un peu à la surprise générale, y compris la mienne. Et donc, je me suis inscrit je savais pas trop quoi faire, donc je me suis inscrit en droit. Je suis resté 3 semaines. Après, je suis allé dans une fac qui s'appelait Léonard de Vinci, que j'avais choisi parce que il y avait à l'époque ce qui s'appelait une ligne T1, qui était un accès qui permettait d'avoir un accès à Internet et qu'ils avaient des équipements de Silicon Graphics qui étaient des outils qui étaient des ordinateurs qui permettaient de faire de la création 3D. Donc voilà comment j'ai choisi l'université dans laquelle je suis allé. Et en plus, c'était dans le 92, donc c'était pas très loin de chez moi. Donc voilà comment j'ai choisi Mais la principale raison, d'avoir pu avoir accès à ces accès Internet, ce qui était beaucoup plus rare à l'époque. Et puis après, voilà, j'ai dû arrêter parce que il fallait que je travaille. Je payais pas parce que la fac, elle, par contre, était privée. Voilà, j'ai dû arrêter donc j'ai commencé à travailler. J'avais 20 ans. Et donc, tu commences à travailler plutôt en créant une entreprise, c'est-à-dire qu'à aucun moment tu te dis je vais trouver un job. En fait, vu mon niveau, vu que j'avais pas de diplôme, les seuls jobs que je pouvais espérer avoir, c'était soit travailler dans un commerce, soit être serveur, quelque chose comme ça. Voilà, soit être serveur dans un McDo ou dans un resto. C'est pas ce que je voulais faire. Donc moi je savais faire 2 choses à l'époque, c'était développer et créer et monter des ordinateurs. Donc je me suis dit à un moment peut-être je vais vendre des ordinateurs que je vais concevoir, mais il fallait de l'argent pour démarrer parce qu'il fallait acheter les composants tout simplement, ou développer, et notamment développer des sites internet parce que Internet commençait à émerger. J'étais convaincu que toutes les entreprises allaient avoir un site internet. Donc j'ai créé ce qui s'appelait une web agency avec Michael Ziegler qui était mon meilleur ami d'enfance. Et on a créé cette boîte qui s'appelait Kerus. Et voilà, donc on développait, on vendait. Moi, je développais des sites et lui, il allait les vendre. Plutôt, lui, il vendait et après, moi, je développais les sites qu'il vendait. Et qui en plus nécessite pas de capital de départ. Beaucoup moins en tout cas que de départ. Donc zéro capital. Voilà, zéro capital. On a démarré dans la cave de ses parents, donc c'est pas un mythe, c'est vrai. L'image d'Épinal, tu sais. Non, mais vraiment. J'espère que vous avez des photos. Ouais, il y en a. Donc on a vraiment démarré dans une cave. Donc on avait nos bureaux dans la cave de ses parents. Et puis voilà, petit à petit, on a commencé à signer des deals qui étaient de plus en plus intéressants. On avait une approche justement parce que
à l'époque. Donc c'est ce qu'on appelait, le terme n'existait pas, on appelait ça une agence de communication interactive. Aujourd'hui, on appelle ça une web agency. En fait, on avait une approche qui était un petit peu différente parce qu'à l'époque, les sites internet étaient beaucoup faits par des SS2I. Et donc du coup, bon, le design n'était pas toujours ce que les clients attendaient. Et nous, comme on faisait des sites qui étaient beaux, qui étaient conformes à l'image de marque qui était attendue par les marques, ça nous a permis de signer beaucoup de contrats dans le domaine de la mode et du luxe. Et c'est comme ça qu'on s'est développé. Et on est parti à deux. Et quand on a vendu la boîte, on était une cinquantaine. Et on avait des clients comme Cartier, Van Cleef, Chanel, Koukaï, voilà, donc des enseignes assez connues. On travaille aussi pas mal dans les télécoms. Voilà, donc voilà l'histoire. Voilà comment j'ai démarré. C'est une entreprise que j'ai vendue en 2001, en 2000 pardon, en mai 2000, un groupe qui s'appelle Projiware et qui aujourd'hui existe toujours et qui a repris le nom de Kerus. Ah, c'est drôle. Et c'est un de nos partenaires actuels chez Miracle. C'est marrant. C'est marrant. La boucle est bouclée, quoi. Exactement. Avant qu'on parle de Miracle, qui sera ma prochaine question, j'ai quand même un point là qui me vient, c'est sur les associations. Là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment trouver le bon associé, etc. Et j'ai l'impression que dans ton cas, ça a été évident, mais peut-être que je me trompe et je serais curieuse de savoir, de s'associer quand à chaque fois que tu as créé des boîtes, en fait, donc assez souvent, si j'ai bien compris, avec Michael Ziegler et maintenant avec Adrien Nussenbaum, mais donc c'était un choix de ta part conscient dès le début. Enfin, comment ça s'est fait? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, je vais créer une boîte tout seul, ou non, tout de suite, tu savais que tu voulais travailler en équipe? Non, parce que j'ai toujours pensé, encore une fois, j'ai toujours pensé que c'était un sport d'équipe, c'est une aventure. Donc, faut bien choisir ses partenaires d'aventure. Non, je me suis jamais dit, je vais le faire tout seul. D'abord, donc j'ai monté 3 boîtes avec Mickaël, 2 avec Adrien, donc une où on était tous les 3 ensemble, et je le regrette, je ne l'ai jamais regretté. Mickaël, souvent on dit oui, mais les associés ils se fâchent et il faut pas s'associer, etc. C'est pas vrai, je pense qu'il faut s'associer, il faut bien choisir ses associés. Tout à l'heure, tu parlais de valeurs, je pense que c'est important d'avoir des associés avec qui on partage des valeurs communes. Et surtout, c'est important de choisir des associés avec qui, ce que je disais, c'est un peu, voilà, tu montes sur un bateau, tu sais qu'il va y avoir de la tempête, faut être sûr que sur le bateau, t'es avec vraiment les personnes avec qui tu as envie d'être. Et avec Mickaël, c'était une évidence. Avec Adrien, c'était moins une évidence, parce qu'au début, on avait avant de s'associer, on avait une relation qui était un peu compliquée. C'est Mickaël qui nous a présenté et qui m'a dit il faut que tu verras, travaille avec Adrien, vous allez très bien vous entendre. Et moi, je lui ai dit je ne travaillerai jamais avec Adrien. Et il m'a convaincu de le faire. Et c'était effectivement une très bonne chose parce que Adrien, on se complète beaucoup. On a des visions sur les choses qui sont complètement différentes. On a une approche qui est complètement différente et donc qui est extrêmement complémentaire. Et il y a une très grande amitié, beaucoup de respect et beaucoup de confiance, ce qui fait que je pense que c'est ça les clés aussi de l'association. Il n'y a pas de problème d'ego, qui sont souvent un problème qui peut souvent émerger dans les associations. Et chez nous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas avec Mickaël, il n'y en a pas avec Adrien. Et je pense que c'est ça qui fait que l'association marche bien. Alors, tu l'as expliqué, il y a plusieurs entreprises qui sont créées, qui sont revendues, tu traces ta route, t'apprends beaucoup, j'imagine, à ce moment-là, alors même que tu étais quand même autodidacte. Quand vous lancez Miracle, est-ce que vous vous dites que cette fois, ça va être différent? J'aimerais comprendre si au moment où vous commencez à réfléchir à ce projet, qui était du coup, j'imagine, ta 5e ou 6e boîte à ce stade, peut-être même plus, 4e boîte, ok. Donc tu vois, je sais pas compter. Quels sont, tu vois, les éléments qui te laissent, est-ce qu'il y a des éléments qui te laissent penser que cette fois-ci ça va être différent, puisque donc Miracle et Unicorn, enfin, quand même il y a un gros gap, même si vous avez des beaux succès avec les précédentes entreprises, entre Miracle et le reste. Oui, la taille des boîtes n'est pas comparable. Rien à voir, voilà. Non, honnêtement, non. Si tu veux, j'ai vendu mes 3 premières boîtes
J'ai jamais créé une boîte en me disant que j'allais la vendre. D'abord parce que quand j'ai monté ma première boîte, je savais même pas qu'une boîte ça se vendait. Parce que pour moi, voilà, c'était tu créais ta boîte, tu la développais, voilà. Et donc je connaissais pas ces mécaniques-là. Bon après je les ai compris, mais j'ai jamais créé une boîte pour la revendre. J'ai vendu la deuxième parce que le domaine ne me passionnait pas, beaucoup moins. J'avais complètement changé de domaine parce que on avait une clause de non-concurrence qu'on a respectée. C'était dans le bijou, non, justement, Dans le c'était bijou, ça? exactement. Ouais, c'est ça. Bijouterie fantasy, exactement. Et, et après, voilà, j'ai monté une boîte dans le jeu vidéo. Et effectivement, non, quand on a créé Miracle, quand on crée une boîte, on a toujours beaucoup d'ambition. Sinon, on crée pas de boîte. Mais souvent, on se dit qu'on va créer le nouveau Microsoft, le nouveau Apple. Voilà. C'est en général l'entrepreneur, il a beaucoup d'ambition. Mais après, quand tu es confronté à la réalité, tu te dis pas, voilà, tu gères des difficultés au quotidien. Bon bah voilà, quand elle grandit. Bon bah tu te dis euh, que le succès d'une entreprise, c'est du travail et de la chance. J'ai jamais bien su si c'était 51% de travail et 49% de chance ou l'inverse. Je sais pas s'il faut avoir plus de travail ou de chance, mais c'est un mélange des deux. Sur Miracle, on a beaucoup travaillé et on a aussi eu beaucoup de chance. Donc voilà, mais quand on l'a créé, on se dit on va faire une licorne ou on va faire. D'abord, le terme licorne n'existait pas. Moi, c'est pas un terme que j'adore parce que une licorne, souvent les startups ont une image de boîtes qui n'ont pas forcément de clients, qui vendent du rêve, etc. Comme une licorne, quoi, qui est un animal qui n'existe pas. Tout à fait. On est une vraie entreprise avec des vrais clients qui créent du vrai business chez nos clients, avec des vrais collaborateurs. Et voilà, donc. Bon, Voilà. tu sais que là-dessus on se rejoint parce qu'en réalité j'invite très peu de personnalités du monde de la tech sur le podcast, notamment parce que moi-même dirigeant d'entreprise d'une PME rentable, autofinancée, etc. J'essaie de plutôt promouvoir des valeurs, si tu veux, on va dire de fondamentaux économiques sains. C'est pas toujours le cas quand même dans le monde de la tech. Et pour moi, Miracle est quand même un exemple d'entreprise basée sur, on va dire, un vrai besoin, tu vois, quand même. Ça, c'est le côté commerçant. Ouais. Tu vois, quand tu as un commerce, il faut vendre. Voilà. Et tu peux pas vendre du vent. Donc, toi, tu vends des beaux produits. Nous, on vend du logiciel. Mais c'est le côté quand même commerçant. Où, on fait de la tech, mais on vend du concret. On vend un logiciel qui apporte de la valeur concrète. Voilà. Et alors, selon toi, si on revient à ce sujet de en quoi ça a été différent avec Miracle, si tu prends du recul maintenant, 13 ans plus tard, à peu près, tu te dis, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que c'est dans vos comportements? Est-ce que c'est le timing? Est-ce que c'est le projet juste qui avait plus de potentiel? Et quels ont été, si tu veux, les facteurs clés de succès qui font que cette fois-ci, vous vous êtes complètement envolé? Alors, c'est une conjonction de choses, de timing et d'expérience. En fait, il faut savoir que le domaine des marketplaces, on a commencé à travailler dedans avec Adrien en 2006. Donc, quasiment presque 6 ans avant de créer Miracle. On était convaincus que le modèle marketplace était un bon modèle. Mais à partir de cette conviction, comment on transforme cette conviction en business? On a testé une première fois en créant notre propre marketplace. Et ça nous a donné de l'expérience et de l'expertise. Mais on a vu aussi ce qui nous manquait, ce qui était, qu'est-ce qui pouvait être des facteurs clés de succès et qu'est-ce qui était, quelles étaient les lacunes de ce premier projet de marketplace qu'on a vendu à la Fnac. Et quand on a intégré la Fnac en 2008, là, on a vu tous les points positifs de la marketplace et tout ce qui manquait à des entreprises comme la Fnac pour lancer leur propre marketplace. Puisque la marketplace de la Fnac a très vite bien marché parce que justement c'était le fruit du rachat d'une expertise et d'une technologie. Et comme on était convaincus et que en parallèle on voyait d'autres boîtes qui essayaient de lancer leur marketplace mais avec beaucoup moins de succès. Et comme on était convaincus que tous les retailers qui font du commerce auront besoin d'une marketplace, sur le modèle Amazon, c'est beaucoup Amazon qui a drivé cette réflexion.
euh, on s'est dit, voilà, ils vont avoir besoin d'une technologie et d'une expertise métier, donc on va leur reporter cette technologie et cette expertise métier. Maintenant qu'on a démarré, la plupart de nos prospects nous disaient, premièrement, je ne ferai jamais de marketplace, et deuxièmement, je ne suis pas Amazon et je ne veux pas être Amazon. Voilà. 100% des premières discussions avec nos prospects ou nos clients ont démarré comme ça, sur les 3 à 5 premières années. Donc, à force de conviction, on a commencé à signer les uns après les autres. Ils ont vu que le modèle marchait. Donc, les suivants disaient, ah bah oui, en fait, c'est peut-être un bon modèle. Donc, peut-être on va faire une marketplace. Puis Amazon, ça marche pas si mal. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui marche bien chez Amazon pour essayer de le répliquer. Et le modèle marketplace, c'est un excellent modèle de commerce. Excellent modèle. Oui, parce qu'au niveau de la rentabilité, qui n'a rien à voir avec du retailer, quoi. Exactement. Et en fait, avec les bons outils, qui sont ceux qu'on apporte, on crée en fait un cercle vertueux parce que on améliore la qualité de service, parce que on permet aux clients de trouver plus de produits, parce que donc des meilleurs prix, profitables, parce que le modèle de commission sur vente est un modèle qui est très profitable. Donc tous les indicateurs sont verts. Et en fait, ce que la marketplace était le secret le mieux gardé d'Amazon. Moi, j'ai décortiqué les rapports annuels d'Amazon et on voit que la marketplace était vraiment le secret le mieux gardé d'Amazon. Mais c'est sur sa marketplace que toute la croissance d'Amazon s'est construite. Sans marketplace, il n'y a pas d'Amazon. Et donc, nos clients qui regardaient Amazon, qui pensaient qu'Amazon était nos prospects ou certains de nos clients qui pensaient qu'Amazon était un retailer, donc un de leurs concurrents en tant que retailer, vous voyez pas qu'en fait Amazon, c'était une marketplace. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais à l'époque, ça l'était beaucoup moins. Mais quand ils le comprenaient, quand on arrivait à les convaincre, eux-mêmes voulaient adopter ce modèle, et là, ils voyaient la puissance du modèle. Et voilà comment s'est fait le succès de Miracle. Alors au début et puis après évidemment, il faut développer un produit qui est de plus en plus sophistiqué, avec une technologie qui est de plus en plus scalable. Et là, c'est là où l'ensemble des collaborateurs de Miracle entre en jeu, pour avoir la meilleure technologie possible, pour avoir la meilleure expertise qu'on va apporter à nos clients avec les équipes Customer Success. Voilà, c'est là où tout le projet Miracle entre en action, se déroule, et avec succès, c'est toujours un mot un peu difficile, parce qu'on voit que si quelqu'un a été successful quand il est mort, parce que le succès, c'est toujours des hauts et des bas. Donc, si tu regardes à un moment, tu vas dire c'est un succès, puis tu regardes 6 mois ou un an plus tard, tu vas dire c'est un échec. Donc, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que voilà, Miracle, cette année, le volume d'affaires généré chez nos clients va être supérieur à 10 milliards. C'est-à-dire que concrètement, cette entreprise, grâce aux produits développés par ses collaborateurs, a généré plus de 10 milliards de volume d'affaires additionnel chez ses clients. C'est pas mal, c'est bien. En tout cas, moi je trouve que jusque-là on a fait le job. Voilà. Donc maintenant, il faut se réinventer. C'est quoi les prochaines innovations? C'est pour ça qu'on lance des nouveaux produits. C'est pour ça qu'on investit dans le retail média. C'est pour ça qu'on investit dans notre channel manager. Voilà, c'est pour permettre à nos clients de continuer à générer plus de business avec leur marketplace. La réinvention de l'entrepreneur, je pense que c'est un point quand même que beaucoup de gens évoquent souvent et qui est assez clé, parce que surtout quand on a un succès comme celui de Miracle, où vous avez pas maillé la terre entière, mais bon, il y a quand même beaucoup de monde qui est équipé par votre solution. Donc au bout d'un moment, c'est sûr qu'il faut se dire, ok, même si vous avez des systèmes d'abonnement, etc., mais comment est-ce que je fais pour aller chercher plus? Permanence. Exactement. Alors, ma question est un peu vague, mais je pense que ce sujet de la réinvention, d'aller chercher un nouveau business model, de nouvelles lignes de revenus, d'aller chercher, de faire du business finalement, et donc une démarche très entrepreneuriale, c'est clé. Mais c'est aussi hyper dur quand c'est une boîte qui est de plus en plus lourde. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu portes beaucoup? Est-ce que c'est un de tes sujets de passion? Et est-ce que tu aurais des conseils, des astuces, des tips à donner à des personnes qui se retrouvent dans cette situation où en fait, ils sentent
qu'ils ont ce besoin de réinvention, peut-être qu'ils osent pas y aller, peut-être qu'ils en ont peur, peut-être aussi qu'ils savent même pas comment s'y prendre, quoi. Alors, quand on veut développer une boîte, il faut accepter évidemment le doute, la remise en question permanente, mais il faut aussi toujours être sur le qui-vive. Donc, il faut regarder quelles sont les attentes du marché, quelles sont les attentes des clients, quelles sont les nouvelles sources d'innovation. Quand on fait de la technologie, bon bah voilà, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Il faut prendre les devants il faut prendre les devants. Il faut prendre des risques. Il faut investir parfois. Enfin, faut investir tout le temps. Parfois, se planter. Il faut accepter de se planter. Voilà, la nature du risque. Enfin, le risque est par nature fait partie d'un projet d'entreprise. Donc il faut l'accepter, et le risque, ça veut dire aussi accepter l'échec, accepter de se planter, mais il faut une remise en question permanente. Il faut toujours considérer, en fait, je crois qu'il faut toujours considérer, il n'y a rien d'acquis. Il faut toujours se dire comment je peux faire mieux, qu'est-ce que mes clients attendent de plus, qu'est-ce que je peux créer de nouveau, comment est-ce que je peux, avec les actifs que j'ai aujourd'hui, mes clients, mes équipes, qu'est-ce que je peux faire de nouveau pour créer plus de valeur. En fait, c'est ça. Il faut en permanence être quelque part dans le doute et la remise en question. Alors c'est fatigant. Tu vois, on dit la Puis dernière pour fois, soi et puis pour les équipes aussi. pour tout le monde, c'est fatigant. Et je lisais une phrase de, je sais plus qui a dit, depuis que je suis entrepreneur, je dors comme un bébé. Je me réveille toutes les 2 heures et je pleure. Elle est pas mal. Donc c'est ça. Si tu veux, c'est le doute permanent. C'est tester des choses. Il faut faire. Voilà, il faut faire. Il faut se planter. Tu vois, je pense que tu vois le succès ou la réussite, en fait, c'est un échec qu'on a raté. Tu vois, il faut tester, il faut faire, il faut se planter, mais il faut essayer. Il faut innover en permanence. En permanence, il faut des nouvelles idées. Alors, je dis pas qu'il faut tout faire, qu'il faut partir dans tous les sens. Hein, c'est pas ça. Il faut tout en restant dans sa voie. Il faut créer des nouvelles choses, quoi. Si on ne fait rien, tu vois, il y a Mao qui disait une entreprise, c'est comme la révolution, c'est comme une bicyclette. Si elle s'arrête, elle tombe. Une entreprise, c'est pareil. Il faut être en mouvement permanent. Tu vois, Jeff Bezos, il dit c'est toujours le premier jour. Voilà. Et c'est exactement ça. C'est toujours le premier jour. Tu vois, regarde, chez Amazon, ils testent plein de trucs. Ouais. Alors, parfois, ça crée des succès comme AWS, et puis parfois, ça crée des échecs comme leur mobile qu'ils avaient sorti, qui a resté 6 mois en ligne. Mais ils testent. Ils testent, ils font, ils mesurent. Voilà. Et ça, je pense que c'est ça qui est essentiel pour innover et se développer en permanence. Comment tu crées cette culture, je dis tu, mais je veux dire vous au global, hein, chez Miracle, comment tu crées cette culture de la remise en cause permanente qui est en fait fatigante et douloureuse quand même pour des gens, pour tes équipes? Et qui est dans un monde de bon élève où on essaie de bien faire le job n'est pas facile, quoi. Non, mais en fait, il faut de la conviction. Donc il faut quand même il faut transmettre cette conviction en étant convaincu qu'on est sur la bonne voie. Après, tu vois, le créateur d'entreprise, il marche beaucoup à l'intuition. Donc, tu vois, plus qu'aux chiffres. Donc, même dans une boîte tech comme la vôtre. Ah bah oui, c'est beaucoup d'intuition. Moi, de toute manière, pour moi, ma vision, c'est que les chiffres sont là pour confirmer une intuition et pas l'inverse. Tu vois, t'as des gens, ils vont regarder des chiffres, ils vont dire bon bah je pense qu'il faut aller par là. Moi, pas du tout. Tu sais, il y a un député anglais qui s'appelait Benjamin Disraeli qui disait il y a 3 types de mensonges, les bons mensonges, les mauvais mensonges et les chiffres. Donc tu vois, si tu pars des chiffres, tu as beaucoup de chances de te planter. Par contre, voilà, il faut avoir une intuition. Donc une intuition, elle se nourrit par l'observation globalement. L'intuition, il n'y a pas comment dire, c'est de l'observation. Donc tu te nourris de l'observation, ça te donne des intuitions, tu essaies de le confirmer par des chiffres, t'en discutes avec tes clients essentiels pour avoir leur avis, mais pas pour faire ce qu'ils te demandent, mais pour avoir leur avis.
Ford, il disait, si j'avais écouté mes clients, j'aurais fait des chevaux qui allaient plus vite. Tu vois. Donc, par contre, il faut comprendre qu'en fait, ce qu'ils voulaient, ces clients, c'était aller plus vite. Et que la voiture, c'était un meilleur moyen d'aller plus vite que le cheval. Donc, il faut écouter, il faut comprendre les attentes du marché, partager avec ses collaborateurs, et puis se nourrir de ça pour essayer d'innover et de créer de nouvelles choses. Alors, ça m'amène sur un sujet que je voulais aborder avec toi, qui est l'IA. Curieuse d'avoir ta vision de l'IA. Il me semble qu'elle est, alors pas contre-intuitive, mais que tu vas pas forcément dans le sens de notamment ce qui se passe actuellement en Europe. Donc je serais curieuse de savoir ce que t'en penses, si tu peux m'en parler un peu plus. L'IA, c'est un outil exceptionnel. C'est un outil extraordinaire. Moi, quand l'IA m'a toujours fasciné, mais la capacité de l'IA générative a été vraiment pour moi une claque supérieure à celle qu'avait pu être la découverte d'Internet en 95. Parce que quand j'ai vu Internet, je me suis dit, putain, ça va tout changer. L'IA, quand j'ai vu ce qu'était capable de faire l'IA générative, je me suis dit, ça va tout changer x10. Nous, ça fait longtemps qu'on fait de l'IA chez Miracle. Moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Mais en fait, l'IA générative, qui s'est démocratisée avec ChatGPT, a montré toute la puissance de l'intelligence artificielle et a démocratisé quelque part l'accès à cette puissance. Avant, tu vois, il y a eu Deep Blue et le fait que l'ordinateur batte Kasparov aux échecs. C'était une première révolution de l'intelligence artificielle. La deuxième révolution, ça a été le mouvement 37 de mémoire lors du match entre AlphaGo et le champion du monde de Go, où l'intelligence artificielle a fait au mouvement 37 un coup que personne n'a compris. Ni son adversaire, ni les experts du Go, qui est un jeu qui se joue depuis 2500 ans, je crois. Ils n'ont rien compris. Et grâce à ce coup, l'IA a gagné. AlphaGo a gagné. Donc ça a montré que l'IA était capable de réfléchir. Et ça a été quand même une révolution. Si on avait en face de nous un objet qui était capable de réfléchir. Alors déjà, ils vont dire, oui, mais en fait, c'est statistique, c'est machin, on s'en fout, en fait. Ce qu'on voit, c'est la conséquence, c'est que ça réfléchit. Comment on s'en fout? Nous, on réfléchit parce qu'on a des neurones qui se croisent. Bon, l'IA réfléchit parce que sur base de statistiques. Mais tu vois, tout à l'heure, je parlais de l'intuition. L'intuition, c'est aussi né de l'observation. L'IA, quelque part, est capable de réfléchir en se basant sur une forme d'observation qui s'appelle la data. Elle va accumuler de la data. Et avec l'IA générative, la claque, c'était que l'IA était capable de créer. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de créativité, de design. Donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Et quand j'ai vu que l'IA était capable de créer, je me suis dit, c'est vraiment game changing pour toutes les industries, pour tous les métiers. Alors aujourd'hui, parfois on me pose la question, on me dit, oui, mais concrètement, ça sert à quoi? Donc moi, je donne des exemples concrets qu'on peut faire avec l'IA chez Miracle. Et quand je réponds, les gens me disent oui, bon, tu vois, c'est pas fascinant. Mais ça me rappelle Internet. Internet en 95, c'était pareil. Si tu veux, moi, je me souviens quand tu disais à quelqu'un en 95, mais Internet, tu peux envoyer des mails. Il te répondait oui. Le fax aussi, qu'est-ce que ça change, tu vois. Voilà, c'est juste, on tape sur un clavier au lieu de l'imprimer. Voilà, donc. Et en fait, on mesure pas la portée de l'évolution technologique, tout ce qu'il y a derrière. Si tu veux, Internet, c'était pas juste envoyer des mails, c'était de faire en sorte que des ordinateurs étaient connectés entre eux, que tout le monde pouvait avoir accès à ce réseau qu'on appelait à l'époque le réseau des réseaux. Et donc, ça pouvait permettre de faire transiter tout type d'informations, donc les entreprises vers leurs clients, le commerce, après le mobile. Voilà, ça a tout changé. Le jeu vidéo, il n'y a pas une industrie qui n'a pas été impactée par Internet. Les industries majeures comme la musique, culturelles comme la musique, la télévision, la presse, toutes les industries ont été impactées par Internet. Là, l'intelligence artificielle, c'est pareil. On a un outil qui est d'une puissance colossale en face de nous, dont 99,99% des usages restent à inventer, mais devant quelque chose d'aussi puissant, les usages qui vont en découler vont être aussi complètement
transformationnel pour toutes les industries. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut l'intégrer très tôt. C'est pour ça que nous on se mobilise beaucoup sur l'intelligence artificielle. Parce que en tant qu'entreprise de logiciels, on va être très tôt impacté par ça. C'est sûr. Et je veux pas être comme beaucoup de retailers qui ont continué à ouvrir des magasins alors que Internet est en train de se développer, et puis qu'au 15 ans après, se retrouvent à la casse parce qu'au lieu d'investir online, ils ont investi offline. Le problème, c'est que aujourd'hui, une partie significative du commerce se passe online, et donc du coup. Ils ont perdu du temps et parfois c'est irrattrapable. Donc en fait, il y a un coût de l'IA aujourd'hui, mais il y a un coût de ne pas faire aussi. Aujourd'hui, il y a un coût majeur pour les entreprises de ne pas investir dans l'IA. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et c'est pour ça que chez Miracle, on investit beaucoup dans l'IA pour l'intégrer dans nos produits, mais aussi dans nos process et dans nos équipes. Comment est-ce que tu te formes? Je pose cette question en ayant en tête bien sûr le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se disent j'aimerais comprendre mieux ChatGPT, etc. Mais finalement je sais même pas quoi taper dans ChatGPT. Alors vous, il y a un sujet qui est que vous l'intégrez dans l'entreprise, donc c'est différent. Mais typiquement quand t'as commencé à t'intéresser au sujet, ça a été quoi tes réflexes? En gros, t'as pris 2 jours pour passer du temps dessus. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Tester. Tu vois, c'est ce que tu disais. Moi, je suis pas allé beaucoup à l'école parce que j'ai quasiment raté d'aller à l'école en 3e. Je continue à y aller, mais pas pour suivre les cours. Et en fait, je me suis formé en lisant, tu vois, parce que donc je lis beaucoup, j'écoute, j'observe beaucoup. Enfin, j'essaye. Et donc c'est comme ça qu'on se forme. Et après, faut tester. Voilà, faut tester, faut essayer. Ça donne des idées. Je dois tester 2 ou 3 différents outils d'IA par jour, tu vois, peut-être même plus. J'y passe pas 2 heures, hein, mais je regarde. Voilà, j'essaie de comprendre. Tiens, voilà, ça, cet outil sert à ça, cet outil sert à ça. Tiens, voilà, dans la traduction, l'IA, c'est game changing. Dans l'analyse des images, dans l'analyse des vidéos, dans la compréhension des échanges, c'est game changing. Tu vois, aujourd'hui. Beaucoup de nos réunions on utilise un outil qui enregistre la réunion, qui la résume, qui la traduit pour certaines équipes quand c'est pas leur langue, qui donne une to-do list et des actions et qui attribue des actions. Gain de temps colossal. Si on dit toujours une réunion, s'il n'y a pas de to-do list après, ça sert à rien. Là, l'IA, elle te fait ta to-do list. Alors, je suis un peu obligé de te demander, Philippe, le nom de cette appli. Comment? Alors, il y en a plusieurs, on a testé plusieurs. Ouais. Là, on en utilise une qui s'appelle Fellows. Fellows, ok. Et qui marche bien. Il y en a plusieurs qui sont très bien. Oui, mais c'est même du gain de temps, c'est du process, quoi. Mais gain de temps de process, plutôt que d'avoir quelqu'un qui prend des notes, en gros, hop, gagne du temps, quoi. Enfin, efficacité, gain de temps, efficacité. Et puis, en plus, si tu veux, tu as un historique. Tu vois, cette décision, elle a été prise à ce moment-là. Ça permet de diffuser de résumer, de diffuser les contenus. Enfin, c'est gain de temps. Mais si tu veux, c'est du gain de temps. L'amélioration de la productivité grâce à l'IA dans une entreprise comme la nôtre, c'est beaucoup de gain de temps. Je disais, aujourd'hui, Copilot nous fait gagner gagner un développeur entre 5 et 25% de temps. Alors, on me répond, ah oui, mais alors comment tu le mesures? C'est difficile à mesurer, mais c'est pas Copilot qui code à la place de nos développeurs. En revanche, par exemple, quand on a un développeur Java qui doit développer des modules en Python, par exemple, il va 3 à 4 fois plus vite parce que Copilot lui mâche le travail de manière hyper importante. Il a le langage, quoi. Par contre, quand c'est un développeur Java senior, l'apport de Copilot, il est extrêmement limité. C'est là où on est plutôt autour des 5%. Mais quand j'ai un développeur qui doit se pencher sur un sujet qui n'est pas son sujet d'expertise, le gain de temps, il est colossal. Voilà sur la rédaction de la documentation, sur les tests, c'est un gain de temps qui est colossal. Tu utilises beaucoup aussi ChatGPT ou d'autres d'ailleurs IA pour tout ce qui est search? Moi, j'utilise beaucoup Perplexity et ChatGPT. Okay. C'est vrai que dans l'usage, ça a remplacé une partie de ce que je faisais avant avec Google. C'est clair. Et alors après, on me dit oui, mais l'IA, elle se trompe. Bah oui, ok. Quand tu fais des recherches, tu peux aussi tomber sur des docs qui sont mal foutus, qui sont plus à jour. Voilà, donc
l'IA se trompe. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Faut accepter de se tromper. Mais en fait, quand on voit déjà au niveau où on en est aujourd'hui, ce que les IA sont capables de faire, dans 3 à 5 ans, ça va être absolument colossal. Donc, Ça n'enlève pas qu'il reste important d'avoir le discernement humain, ou tu sais, dans le design, on dit souvent que l'IA maintenant peut à peu près tout faire. Oui, mais ça reste le prompt humain et le jugement humain reste essentiel, pour l'instant en tout cas. Je ne sais pas si tu penses que plus tard il ne sera plus, mais en tout cas pour l'instant il l'est. Mais en revanche, oui, ça va gagner du temps, ça c'est clair. Tu vois, oui. Après, là aussi, c'est toi là on parlait de confiance. Mais tu vois, par exemple, la voiture autonome, la voiture pilotée par une intelligence artificielle. Je peux te dire que moi, je serais plus rassuré souvent d'avoir une voiture qui est pilotée par une intelligence artificielle que par certains conducteurs qui regardent pas la route, qui regardent leur téléphone ou contre au but. Donc, et les statistiques, pour le coup, parlent aussi en faveur de l'intelligence artificielle. Je veux dire, dans la médecine, la détection le diagnostic va être considérablement amélioré par l'IA. Enfin, tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui va pas être impacté. Ouais. Pas un seul. Philippe, pour terminer cet entretien, je vais te poser des questions qui sont toujours les mêmes. Ce sont mes questions signatures. J'appelle ça le crible. La première de ces questions, tiens-toi prêt, on attache sa ceinture, c'est: est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais me parler, qui est un peu ton plus bel échec, ta plus grande gamelle, si tu veux, intellectuelle, et surtout, au-delà de l'échec, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement? Alors, je sais pas si, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être un moment de doute. Non, mais le doute, il est permanent. Ce que je disais aussi tout à l'heure, le succès, c'est un échec qu'on a raté. Donc des échecs, il y en a en permanence. On perd des appels d'offres, on rate on rate l'école, on fait des échecs. Parfois dans sa vie perso, on fait des erreurs qui peuvent être très importantes, qui peuvent avoir des impacts extrêmement importants. Effectivement, oui, j'en ai plein. Après, je pourrais t'en citer 10 000, mais l'enseignement, moi, un des principaux enseignements que je tire de très gros échecs que j'ai eus. Encore une fois, la première, c'est qu'il faut pas avoir peur de se tromper. Je pense que faire et se tromper, c'est moins grave. Enfin, faire et échouer, c'est moins grave que de ne rien faire. C'est ce que je dis à mes enfants, ce que je répète à mes enfants souvent: faites. Et si vous trompez, c'est pas grave. Faites intelligemment, réfléchissez, mais faites-le. En revanche, je pense que une des leçons d'échec, c'est que parfois il faut être capable aussi de prendre des décisions difficiles tôt et pas se mentir à soi-même pour justement qu'un échec ne soit pas dramatique, voilà, et qu'il prenne pas les proportions qu'il prend. Donc voilà, moi ça m'est déjà arrivé de me tromper gravement sur des gens, par exemple, et parfois tu prends pas les décisions qu'il faut à temps parce que parce que t'as peur, parce que tu veux préserver d'autres personnes, parce que tu veux t'espères, voilà. Et en fait non. Il y a un moment, il faut trancher, et je pense que c'est comme ça qu'on évite que les échecs prennent trop de proportions. Alors, toi qui as l'air de bien aimer les citations, il y en a une que je trouve pas mal. Je crois que c'est Richelieu qui a dit quelque chose comme: diriger, c'est l'art de décider à temps. Et c'est pas mal. Exactement. Mais ça revient aussi à ce qu'on disait sur la création d'entreprise. Le timing, c'est clé dans beaucoup de choses. Et effectivement, parfois il faut prendre des décisions qui peuvent être difficiles, très difficiles, tôt, et pas avoir trop d'espoir dans des choses qui sont perdues d'avance. Il y a des combats qu'il faut pas mener. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Honnêtement, on parle pro ou perso? Ça peut être les deux, c'est comme tu veux. Ça peut être que tu te mettes à la course à pied dans ton plus jeune âge. Je prends tout. Qu'est-ce que je ferais différemment?
honnêtement, non, il y a pas. Je veux pas paraître. Il n'y a pas grand-chose que je ferais différemment. Je, encore une fois, je me suis planté plein de fois. Bon, j'ai appris de mes échecs. Il y a des gens qui disent on apprend plus de ses échecs que de ses succès. C'est pas vrai. Moi, je crois que c'est pas vrai. Je crois qu'on apprend beaucoup plus de ses succès que de ses échecs. Mais on peut quand même apprendre. Il faut apprendre de ses échecs pour pas se planter. Pareil, si on veut citer des phrases, ma grand-mère elle disait une fois tout le monde, deux fois les imbéciles. Donc tu peux te planter une fois, c'est pas grave. Mais si tu te plantes une deuxième fois, c'est quand même que il y a un truc que t'as pas compris. Donc voilà. Donc à refaire honnêtement, non, je Tu as tout à fait le droit. Tu as tout à fait le droit de me répondre ça. Qu'est-ce que... Alors, elle est pas facile, celle-ci. C'est un peu philosophique, hein, tu vois, ces questions, mais je les trouve intéressantes. C'est pour mieux te connaître aussi. Qu'est-ce que tu trouves beau? Ça peut être au sens littéral, toi qui es un esthète, qui aime le design, mais ça peut être aussi totalement métaphorique, d'un comportement, comme tu le souhaites. Alors, je pourrais te dire, ce qui est beau, c'est l'amitié, le bonheur, l'amour. Oui, mais moi, c'est vrai que, comme tu disais, j'aime le design et donc je suis très sensible à l'esthétique des choses, au beau, presque matériel, une belle voiture, un beau tableau, un beau monument. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup l'art, tu vois, la photo, la peinture, voilà. Tu vois, il y a un poète perse qui disait la véritable mesure de la beauté est la joie et la paix qu'elle apporte au cœur. Et c'est assez vrai. Et moi, je suis sensible à cette beauté, à l'esthétique, voilà, des choses. Après, oui, effectivement, je vais te dire, oui, l'amour c'est beau, le bonheur, l'amitié, c'est très beau, tout ça c'est très beau. Mais voilà, je pense que moi, j'aime bien aussi ce qui est beau. Moi, pardon? Physiquement beau. Exactement. Ouais, exactement. Je suis sensible aussi. À l'inverse, qu'est-ce normal. Je veux dire, dans ton activité, c'est normal. Oui, moi, ça vaut mieux. Tu vois, tu fais des beaux bijoux qui sont faits aussi pour rendre plus beaux ou plus belles ceux qui les portent. Donc il y a aussi, tu vois, dans ton travail, il y a cette démarche qui est permanente en réalité. Donc je pense que on doit être aligné là-dessus. Mais d'ailleurs, qui est assez sympa, je trouve, parce que je pense que toi, j'imagine que ça t'a beaucoup apporté aussi dans ta vie professionnelle d'avoir cette vision du monde où tu vas chercher la beauté. Tu le disais dans ta première boîte où finalement, c'est ça qui fait que vous êtes démarqué. Mais je suis sûre que même chez Miracle, ça a dû jouer un rôle parce que c'est quand même, en tout cas, ça, c'est pas toujours un avantage, mais disons que ça fait voir le monde un peu différemment. Oui. Après, moi, parfois, je saoule mes collaborateurs pour le design d'un logo, pour le design d'une interface. Ouais. Voilà, mais tu vois, c'est d'ailleurs en te le disant, je pense, je vois aussi quand tu crées des bijoux, un bijou n'a pas d'autre objectif que d'être beau ou de rendre beau. Tout à fait. Ça ne sert à rien d'autre. Tout à fait. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que le seul usage, c'est d'être beau et de rendre plus beau. Donc voilà pour moi. Faut que je te fasse visiter mes ateliers. Avec plaisir. Alors à l'inverse, si on parle de ce qui est laid, qu'est-ce que tu trouves laid, qu'est-ce qui t'irrite, qu'est-ce que tu n'aimes pas observer, qu'est-ce qui t'énerve? Alors ce qui est laid pour moi, ce qui est très laid, c'est la trahison. Le manque de loyauté, je trouve que c'est le pire des défauts. Tu l'as déjà vécu? Oui. On peut se tromper, on peut ne pas être d'accord, on peut faire des bêtises, mais la trahison, c'est laid parce que c'est justement c'est tout ce qu'il y a de plus faux en fait. C'est que et c'est ça et ça se retrouve dans le pro, dans le perso, et pour moi c'est ce qu'il y a de pire. C'est le pire des défauts, si tu veux. C'est les gens, les traîtres, les gens déloyaux, en fait, sont les parasites de la vie. Si tu veux, ceux qui viennent, tu vois, ils vont tirer leurs ressources dans tout ce qu'il y a de plus précieux en fait dans la vie, c'est le temps et l'énergie. Si tu veux. Et tous ces parasites
les traîtres, les gens qui sont déloyaux, ils vont te prendre ça, ils vont te prendre ton temps et ton énergie. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux en réalité, parce que tu vois, si on se pose la question du beau, on parle de l'esthétique matérielle, mais si on se parle de quelque chose de précieux, il y a rien de plus précieux que le temps et l'énergie qu'on a. Et donc pour moi, ce qu'il y a de plus laid, justement, c'est ces gens qui viennent te parasiter ça, qui viennent ils viennent pas te le prendre, ils te le parasitent. C'est un parasite, tu te rends pas compte que tu l'as, en fait. Et ça, c'est pareil. C'est pour ça que c'est extrêmement laid. Puis souvent, les parasites se mettent sur des proies, entre guillemets, qui ont beaucoup d'énergie, parce que comme ça, il y a plus à pomper. Exactement. Et ils vont encore plus les tromper. Ouais. Est-ce qu'il y a, alors on en a cité pas mal, mais je serais quand même contente d'avoir la maxime ou la citation qui te parle, peut-être que tu te répètes de temps en temps, qui, je sais pas, à un moment dans ta vie t'a porté, t'a remonté le moral si jamais il était bas. Enfin, on a quand même souvent des phrases un peu comme ça qui nous impactent. Bon, alors moi, j'en ai plein. Ouais, j'en ai plein. D'ailleurs, tu vois, depuis qu'on a débuté cette discussion, je t'en ai sorti plein. C'est génial. Il y en a qui sont écrites sur les murs de mon bureau. Donc, il y a quoi, par exemple, sur les murs de ton bureau? Alors là, sur le mur de mon bureau, il y a une. Alors moi, j'adore Saint-Exupéry. Donc il y a une phrase de Saint-Exupéry qui dit la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Donc voilà, ça c'est une citation qui vient de Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Moi, j'adore Le Petit Prince. Et il y a une phrase dans Le Petit Prince que je cite souvent à mes enfants. C'est on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et voilà, ça c'est quelque chose que je me répète souvent. Et c'est lié aussi à ce qu'on disait sur l'intuition tout à l'heure. Mais le fait de pas se laisser piéger justement par la beauté, c'est là où on peut aussi faire le lien. C'est quelque chose qui est important. Et on ne voit bien qu'avec le cœur. Et ça, j'en suis vraiment convaincu. Et c'est comme ça qu'on évite les trahisons. Et comme ça, la boucle est bouclée. Exactement. 2 encore ou 3 dernières questions pour toi. Alors celle-ci, je l'aime bien aussi. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée, ce que je veux dire par là, c'est une opinion, et pas forcément politique, hein, et tu constates que les personnes autour de toi sont plutôt pas en phase? Il y en a plein. L'impact de l'intelligence artificielle, ouais. qui peut être perçu parfois comme un énorme danger. Voilà. Toi, tu vois pas de danger. Si tu veux, moi, je pars du principe, c'est un outil. Après, charge à nous, société, humains, civilisation, de voir ce qu'on fait des outils qu'on a à notre disposition. Genre, le premier outil qu'on a maîtrisé, c'est le feu. Enfin, le premier outil qui nous a permis de sortir justement de notre condition médiocre à l'époque, c'était le feu. Le feu, ça peut faire le bien et ça peut faire le mal. L'intelligence artificielle, c'est pareil. Ça va pouvoir faire le bien ou le mal. C'est nous qui allons en décider, personne d'autre. Tu vois, ça peut être controversé. Je pense aussi au mobile pour les enfants. Tu vois, c'est une discussion que tout le monde a. Ils me disent, mais toi, tu laisses tes enfants avoir un téléphone mobile, avoir un iPhone. Oui. Et en fait, le problème, c'est pas qu'ils en aient un ou pas, c'est qu'est-ce qu'ils font avec. Tu vois, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les outils qu'on a de disposition. L'iPhone, c'est un outil extraordinaire. Regarde, tout à l'heure, on parlait de ce podcast qui va être diffusé sur YouTube. Donc, tu peux avoir des contenus de qualité. J'espère. Enfin, je dis pas celui-là en particulier, mais de très grande qualité, Philippe. Mais je veux dire l'ensemble des podcasts que t'as pu faire qui sont reconnus comme étant une source d'inspiration et des podcasts de grande qualité. Bon, voilà. Et puis sur YouTube, on peut aussi trouver des trucs débiles, mais bien sûr. C'est là où ça devient intéressant. Et donc donc ça peut être sur les politiques écologiques. J'ai pas toujours la même vision que tout le monde. Sur le sport, les voyages. Les gens adorent le sport, adorent voyager. Moi, je déteste ça. Je déteste le sport et les voyages. C'est limite j'aime pas ça. Vraiment, ça m'ennuie.
Bah, je suis contente de t'avoir posé la question. Écoute, j'en ai eu 4 ou 5 pour le prix d'une, là, c'est top. Deux dernières questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis qui te vient à l'esprit? Un sujet où tu te rends compte maintenant, ah ben non, en fait, ouais. Je sais pas, comme ça, il y a pas un qui me vient, qui me viennent à l'esprit. Plein. Bah, tout à l'heure, je te parlais de mon associé. Tu vois, Ouais. Adrien. Au début, Oui, je t'es voulais pas pas travailler avec lui. favorable. Voilà. Pour plein de raisons, je voulais pas travailler avec lui. Et en fait, je me suis complètement trompé. Ça fait 20 ans que je travaille avec lui. Et heureusement que Michael m'a fait changer d'avis parce que je, tu parlais du chemin qu'on a fait chez Miracle. Sans lui, ce chemin n'aurait pas du tout été le même, mais pas du tout. Euh, donc voilà, donc là, oui, je me suis trompé. On se trompe parfois sur les gens. On va continuer dans les citations. Chanel, elle disait la première impression est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise. La situation est marrante. Je sais pas si c'est vrai. Voilà, je sais pas si c'est vrai, mais je pense que parfois, il faut aussi laisser sa chance aux gens et laisser sa chance aux produits. Voilà. Dernière question, alors elle va te parler parce que si j'ai bien compris, t'es un grand lecteur. Moi aussi, ça tombe bien. Le ou les livres qui t'ont marqué, impacté, transformé, c'est pas forcément de la philo ou quoi que ce soit, mais quelques livres, si tu veux, où tu sens que vraiment t'en as retenu des valeurs, une philosophie, enfin des trucs vraiment importants pour toi que tu gardes, peut-être que tu relis d'ailleurs. Je veux bien que tu m'en parles et que tu nous expliques pourquoi. Tu vois, je te parlais du Petit Prince. Le Petit Prince, c'est un livre que je lis et que je relis. D'abord parce que c'est un livre qui est court, donc tu peux le relire facilement. Mais à chaque fois, tu vois d'autres choses. C'est un conte philosophique qui est justement assez simple. C'est beaucoup de symboles. Donc les symboles, c'est une idée compliquée qu'on va mettre dans quelque chose de simple. Et du coup, tu en as beaucoup dans le Petit Prince. Et ça, parfois, tu vois, tu vas détecter des patterns de comportement. Tu sais, le Petit Prince, il va rencontrer plein de gens différents. Et donc, tu vas dire, bah tiens, lui, il se comporte comme l'allumeur de réverbère, par exemple, du Petit Prince. Donc, tu vas te dire, ça sert à rien de lutter, de discuter. Hmm. Voilà. Et puis cette phrase du renard où il dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est important de se le rappeler. Voilà. Donc, c'est un livre que j'aime bien, que je lis, que j'ai en plusieurs versions parce que c'est presque une collection. Voilà, ça j'aime bien. Après, sur un livre qui m'a marqué, il y avait un livre qui m'a marqué beaucoup quand j'étais jeune, beaucoup, qui s'appelle Citizen News, qui est un livre euh, sur Howard Hughes. Et en fait, je pense que ça a influencé, et ça probablement continue d'influencer euh, mon travail. Et justement, là, Howard Hughes, c'était un génie. Tout ce qu'il faisait, c'était un ingénieur exceptionnel. Il a créé des avions extraordinaires. Il a réalisé des films extraordinaires. Euh, il a été marié avec les plus belles femmes du monde. Il a été aujourd'hui, il y a encore, je crois, dans les satellites, il y a encore aujourd'hui, je sais plus, je crois que c'est un tiers des brevets, enfin un tiers de ce qu'on retrouve dans les satellites viennent de brevets qui ont été déposés par les entreprises de Howard Hughes. Enfin, imaginez Elon Musk fois un mélange de Bill Gates, de Steve Jobs et d'Elon Musk. Et en plus, il était atteint de maladies mentales assez graves. Donc c'est vraiment un personnage hors du commun. Et donc ce livre sur sa vie est vraiment fascinant et m'a fait beaucoup réfléchir en tant qu'entrepreneur. Voilà. Après il y a l'art de la guerre que c'est un peu aussi c'est un peu comme le Petit Prince, c'est peut-être un enfonçage de porte ouverte, mais c'est un livre qui est extrêmement intéressant. On répète souvent chez Miracle qu'il faut choisir ses combats. C'est une philosophie qui vient de l'art de la guerre. Donc c'est extrêmement. Enfin moi c'est très utile.
voilà, après, voilà, des livres, il y en a plein. Oui, il y en aurait Je te d'autres. dis, là, je dois enfoncer des portes ouvertes, donc Pas du désolé, tout, pas du tout. Tu sais, mais chaque voilà, personne a ses... je vais pas Pour tout essayer dire, de- je crois que L'Art de la guerre, c'est la première fois qu'on me le cite, alors que effectivement c'est un livre très connu, mais au final, est-ce que tout le monde l'a lu? Je suis pas sûre. Le Petit Prince, je crois qu'on me l'a déjà cité une autre fois, mais bon, sur à peu près 200 épisodes, c'est pas non plus... Donc je te remercie, Philippe. Je te remercie pour ton temps, je te remercie d'avoir autant partagé, je te remercie pour ta générosité, pour ton esthétisme aussi, ça fait plaisir de partager ces belles valeurs. Et alors pour terminer, les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur toi, bon, bah peuvent essayer de se renseigner un peu davantage sur Miracle, bien sûr, te suivre peut-être sur LinkedIn, je pense que t'es présent. Oui, oui. Un petit peu. Ouais. Et puis d'ailleurs beaucoup sur l'intelligence artificielle, parce que... Et ben voilà. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit mot à Philippe sur LinkedIn, peut-être qu'il pourra vous répondre. Et est-ce que tu as un dernier message que tu souhaites faire passer à l'audience pour terminer ce podcast ensemble? Bah, écoute, c'est le dernier message, c'est-à-dire qu'ils ont écouté peut-être depuis le début, donc déjà je les remercie parce que j'espère que s'ils sont encore là, quelque chose, voilà, exactement. Donc j'espère que je ne leur ai pas fait perdre leur temps. Et puis je te remercie parce que c'est aussi merci d'avoir pris ce temps, c'est sympa. C'est une discussion intéressante, ça permet aussi de réfléchir en même temps sur ce qu'on fait, de prendre un peu de recul. Donc merci beaucoup. Voilà, merci à toi, merci à Marco pour les mots. Merci à Marco pour le podcast et pour le montage. Exactement. Mais tu sais, c'est rigolo parce que j'ai souvent des invités du podcast qui me disent au final ces moments qu'on passe ensemble à discuter, ça me fait un peu réfléchir à ma vie. Bah, c'est pour ça aussi que j'aime bien poser des questions sur l'enfance, etc. D'une manière à laquelle on réfléchit pas quand même très très souvent. Et j'ai d'ailleurs assez souvent des personnes, pour tout te dire, qui pleurent sur le podcast parce que ça fait remonter plein de choses. Donc tu es resté extrêmement digne et pas émotionnel. Mais je comprends. Il y a tu m'as posé des questions qui sont déstabilisantes. Donc, bon. mais c'est intéressant. C'est le jeu qui est intéressant. Et ben en tout cas, je te remercie 1000 fois. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit message à Philippe sur LinkedIn. Allez checker Miracle bien sûr. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci à tous.